Bonsoir à vous qui nous rejoignez sur CNews. C'est le début de Punchline. Dans un instant, nous allons accueillir nos invités pour débattre des grands thèmes d'actualité de la semaine, revenir à celles et ceux qui ont fait l'actu. Mais avant cela, un bref rappel de l'info ce soir, à commencer par la grogne des automobilistes face à la hausse du prix des carburants. Elle monte et la réponse s'organise au même moment. Un appel à bloquer les routes a en effet été lancé pour le samedi 17 novembre. Appel justifié pour 78% des Français, si l'on en croit un sondage Odoxa Densu Consulting pour France Info et Le Figaro. Alors si 3/4 des Français estiment que l'augmentation des taxes sur le carburant et le fioul domestique est une mauvaise chose, ils restent sceptiques quant à la réussite d'un tel mouvement. Écoutez ces quelques réactions recueilles par nos journalistes. La hausse du prix du carburant, à la fois c'est quelque chose de difficile et en même temps on ne pourra pas changer nos habitudes s'il n'y a pas un impact sur notre porte-monnaie. Pour voir si la manif a débouché sur quelque chose. En général, il n'y a pas grand-chose qui est fait. S'il y a vraiment beaucoup de monde, ça serait intéressant. Si c'est un petit groupe, une petite minorité, ce ne serait pas forcément le plus utile. Je n'irai pas manifester parce que je pense que ça ne sert à rien et que ce serait peut-être aller directement à l'Elysée, bloquer tout autour pour que ça bouge, mais bloquer les autres automobilistes, ça ne va pas changer grand-chose, hélas. On diminue la retraite des gens, on augmente le prix des carburants, et puis la gymnastique fait ce gouvernement avec les impôts d'une façon générale me fatigue un peu. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? C'est la question à laquelle devront répondre les Néo-Calédoniens ce dimanche. L'enjeu pour l'avenir du territoire est crucial. Sur place, les avis sont partagés. Mais alors, à quoi doit-on s'attendre en cas de victoire du oui? Quelques éléments de réponse avec Anne Maquignan. Elle n'est pas encore indépendante, mais déjà très autonome. La Nouvelle-Calédonie a un statut juridique unique et plus de droits que les collectivités d'outre-mer. Elle a son propre gouvernement, son propre congrès qui peut voter des lois. Depuis 1988 et les accords de Matignon, la France a rétrocédé à l'archipel surnommé le Caillou toutes les compétences qui ne sont pas régaliennes. La santé, la sécurité civile, le développement économique, l'éducation ou encore l'environnement, autant de compétences aujourd'hui exercées par les pouvoirs locaux. L'objet du référendum est de savoir si la Nouvelle-Calédonie peut récupérer sa pleine souveraineté, perdue en 1853, et les compétences qui vont avec. Justice, police, défense, monnaie et affaires étrangères. Au-delà du transfert des compétences régaliennes, si le oui remporte les suffrages, l'île accédera également à un statut international de pleine responsabilité et donc d'un siège à l'ONU. La nationalité calédonienne sera également créée et reconnue. En cas de victoire du non, tout espoir ne sera pas perdu pour les indépendantistes. L'accord de Nouméa, signé en 1999, permet la possibilité d'organiser 2 autres référendums en 2020 et 2022. Notez à ce propos qu'Emmanuel Macron fera une intervention télévisée dès ce dimanche à 13h à l'issue des résultats. Dans le reste de l'actualité, une musique anxiogène, des images alarmistes. Le clip de campagne du gouvernement pour les européennes suscite de nombreuses réactions depuis sa diffusion sur les réseaux sociaux. L'opposition y voit une vidéo de propagande qui attise les peurs. Le débat est bel et bien lancé puisque le clip totalise déjà 3 millions de vues. On se penche dessus avec Vincent Farandège et Éléonore Vanel. La musique est jugée angoissante, le texte alarmiste. Ce clip du gouvernement est censé informer les Français pour les élections européennes de 2019. Mais la vidéo fait polémique. L'opposition dénonce une propagande en faveur de la République en marche. Le gouvernement prend les Français pour des simplets. Il leur fait payer avec leurs impôts un clip de campagne leur faisant croire que l'avenir, c'est Emmanuel Macron ou le chaos. Indécent et cynique. Le clip populiste et orienté du gouvernement n'est en rien un appel au vote pour les européennes, mais un clip de propagande pour la République en marche. Sur les images, on voit notamment des dirigeants nationalistes et eurosceptiques. L'Italien Matteo Salvini et le Hongrois Viktor Orban présentés comme des repoussoirs. La vidéo est allée jusqu'à faire réagir le ministre de l'Intérieur italien en personne. Le gouvernement français publie avec l'argent des contribuables un clip officiel pour les européennes en m'utilisant comme un épouvantail. Macron et ses amis doivent avoir très peur. En 2019, un printemps des peuples qui va les balayer les attend. En moins d'une semaine, ce clip gouvernemental a été visionné plus d'1 million de fois. L'ancien socialiste Rachid Temal ou encore le mouvement Génération de Benoît Hamon ont saisi le CSA. Voilà pour le résumé de l'actu dans un instant. Punchline, le débat. Je vais accueillir nos invités sur ce plateau. À tout de suite.
C'est le début de Punchline. Merci à vous qui avez fait le choix de CNews pour votre soirée d'info. Le début de notre débat, ils avaient quasiment disparu du paysage médiatique et politique. Mais depuis la fin de l'été, on n'entend plus que François Hollande, Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, à des degrés divers, bien sûr. Ces poids lourds de la politique française regardent, analysent, jugent ce qui se déroule sous nos yeux. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Yasmina Jaffar. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes communicante et fondatrice de La Ruche Média. Face à vous, Christine Kelly, qu'on connaît bien sûr, journaliste CNews sur notre plateau de manière quotidienne en ce moment. Ravie de vous retrouver, Christine. Oui, ravie d'être là. Et puis à vos côtés, Pouria Amir Chahi, vous êtes directeur de Politis, qu'on peut retrouver bien sûr sur vos sites, politis.fr. Vous nous avez amené le dernier numéro et c'est important parce qu'on va en parler dans la deuxième partie de notre émission. Alors je parlais donc de ces poids lourds qui reviennent, qu'on entend, qui sont omniprésents sur les plateaux télé, dans les médias, dans les interviews de la presse écrite. Qu'est-ce que ça nous apprend au fond de notre époque? Je vais peut-être me tourner vers vous, Madame Jaffar. Pourquoi des vieux lions de la politique se jettent ainsi à nouveau dans l'arène à corps perdu, on a l'impression parfois? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, j'ai le sentiment vraiment que François Hollande n'est jamais parti, que Nicolas Sarkozy non plus, parce que finalement, avec ses retours en candidat, qu'il a toujours été présent. Ségolène, peut-être, était un petit peu plus, Ségolène Royal était peut-être un peu plus discrète. Ça dit quelque chose sur cette omniprésence, cette volonté d'être toujours... On est dans un monde de l'image aujourd'hui qui va très vite. Les présidents sont élus de plus en plus jeunes. Donc il y a besoin d'exister ensuite. Et il y a une volonté aussi de prendre la place, parce qu'il y a quand même un vide. Emmanuel Macron, en étant élu, en renversant la table autour de la droite et de la gauche, a créé un petit peu des oppositions extrêmes. Mélenchon d'un côté et le Rassemblement national de l'autre. Donc il y a un espace pour les anciens, pour venir donner des leçons, écrire des livres, se promener sur les plateaux télé et donner leur point de vue, un peu comme des consultants ou comme des sages, comme peut le faire Nicolas Sarkozy dans cette immense interview au Point, où il oublie peut-être son bilan et qu'il revient en disant faites attention au populisme. Mais juste pour faire un petit écart, quand il parlait de l'identité nationale, il a aussi surfé sur ce populisme. Donc venir dire des choses, pourquoi pas, mais en oubliant peut-être ce qu'ils ont fait, c'était pas il y a si longtemps que ça, c'est un petit peu étonnant d'un point de vue de la communication. Voilà, mais c'est intéressant à voir comment ils essayent tous de se présenter peut-être pour la prochaine échéance aussi. Alors on va reparler peut-être des ambitions électorales évidemment dans un deuxième temps. On va continuer ce tour d'horizon, ce premier tour de plateau. Pouria Amir Chahi, c'est vrai qu'il y a une forme d'opportunisme aussi parce qu'il y a un an, quand on regarde l'état des rangs dans la politique actuelle, on ne parlait que des jeunes loups de la Macronie. Entre-temps, il y a ce sentiment de lassitude, les premières déceptions qui sont intervenues. Et du coup, ces vieux de la vieille, si j'ose dire, ils ont senti une forme d'espace qui se libérait. C'est pour ça qu'ils se sont engouffrés ainsi dans la brèche, à votre sens? Sans doute, mais les cas ne sont pas exactement identiques. François Hollande, c'est pour vendre un bilan que personne n'a voulu vendre à sa place. C'est pour cause. Donc, il martèle avec son livre que ce qu'il a fait... Qui est un best-seller, d'ailleurs. Bien sûr. Et d'une certaine façon, heureusement qu'il rencontre son public, parce que jusque-là, électoralement, ça ne s'était pas trop vu. Et politiquement non plus. Je ne reviens pas sur le quinquennat qui a été celui de François Hollande, mais enfin, c'était quand même celui d'une grande désillusion et au minimum une grande incompréhension entre lui et le peuple français, et en tout cas le peuple de gauche qui l'avait porté au pouvoir, avec une sanction lourde à la clé. Nicolas Sarkozy, c'est différent. C'est pas lui qui revient à l'actualité, c'est l'actualité qui le rattrape. Les affaires judiciaires qui le concernent directement l'obligent, comme à chaque fois que ça a été le cas pour lui, de reprendre la main politiquement. Et il a toujours essayé de donner l'écran de fumée politique à la réalité des affaires judiciaires qui le concernaient. Regardez, à chaque fois, ça a été le cas. À chaque fois que des affaires Big Malion, à l'affaire de la Libye, à chaque fois qu'il y a eu une étape importante dans le processus judiciaire qui l'a concerné, il est revenu fortement en politique, y compris avant la primaire de droite qu'il avait et toujours en tentant de prendre de la hauteur, et parfois même à contre-emploi, parce que là, il prend la défense d'Emmanuel Macron en lui disant, comme un vieux sage, laissez-lui le temps de travailler, en disant, laissez-lui le temps de travailler, il faut que les choses s'installent dans la durée. Pour l'impatient que c'était, c'est quand même un peu surprenant d'entendre ces propos dans la voix de Nicolas Sarkozy. Oui, c'est surtout très facile, après avoir été l'agité permanent qui a hystérisé le débat public français, avec, vous venez de le rappeler à l'instant, des détours très malsains vers la xénophobie, flirtant avec la démagogie, voire même à pieds joints, sautant dans ce qui n'était justement ni sage ni très noble de la part d'un responsable politique, qui plus est le président de la République. Mais au fond, ce que ça dit, c'est pas simplement
ça dit beaucoup de choses de la société, d'abord d'une maladie française, qui est celle, une maladie politique totalement atrophiée, et aussi d'une maladie, entre guillemets, pardon du terme, mais des médias qui courent après. Finalement, on a peut-être mieux à montrer. Il y a des talents en France, des jeunes talents, des femmes et des hommes qui innovent, qui sont partout sur les territoires. Je ne suis pas sûr que ça vaille le coup de passer beaucoup de temps, surtout que, comment dire, ils ont eu leur chance. Et pourtant, vous voyez, même dans cette émission, ce soir, on en parle. C'est dire que, non, mais je veux dire, il y a une forme d'attente quand même qui est créée autour de ces personnes dès qu'elles prennent la parole. Alors justement, c'est la question. Je ne crois pas. D'accord. Je pense qu'il y a zéro attente dans le pays autour de ces 3 personnages comme autour d'autres. Il peut y avoir un respect, une estime, une mémoire. Et il y a des gens qui, de droite, pensent que Nicolas Sarkozy était quelqu'un d'utile à leur camp, quelqu'un d'important. C'est sans doute vrai. Ça vaut pour Ségolène Royal, ça a sans doute valu pour François Hollande. Mais de vous à moi, je ne suis pas, moi tout seul, un institut de sondage, ni un thermomètre, mais je ne crois pas du tout. Je pense que les préoccupations communes sont ailleurs. Elles sont à l'avenir de nos enfants, à l'avenir de notre planète, à la réalité de la vie sociale que l'on vit. Et même sur la politique, c'est ailleurs. Voilà, c'est la politique telle qu'elle se fait, les débats parlementaires du moment, les disputes et les grandes controverses qui traversent l'actualité. Ça n'empêche pas aux uns aux autres d'avoir peut-être telle image, mauvaise ou bonne, des 3 anciens leaders dont on parle là. Mais très sincèrement, je pense que ça suscite zéro attente. Christine Kelly, donc, on a bien compris l'avis de Paul Amirchahi, has-been, ils n'ont plus rien à faire. Là, circuler, il n'y a rien à voir. Mais néanmoins, votre sentiment à vous sur cette concomitance du retour, on est obligé quand même de voir qu'il y a une espèce de schéma comme ça qui se dessine autour des vieux lions de la politique. Moi, j'ai l'impression que cette concomitance du retour va avec, c'est une sorte de phénomène de vase communicant. On sent qu'Emmanuel Macron, il baisse, il a fait une petite rentrée timide, le remaniement qui s'est fait attendre. Et de l'autre côté, on va chercher. Alors, j'aurais attribué un mot à chacun. À Nicolas Sarkozy par rapport à son interview, j'aurais dit bienveillance. Parce qu'il reste quand même bienveillant, avec de la hauteur, etc. Je peux y revenir. À Ségolène Royal, le mot critique. Elle ne fait que critiquer dans son livre. On va revenir à cet ouvrage au vitriol. Et à François Hollande, le mot espérance. On sent, et effectivement, c'est très très juste sur le bilan qu'il défend, mais aussi cette espérance. Une espérance que je trouve plus portée chez François Hollande que chez Nicolas Sarkozy. Ou peut-être que Nicolas Sarkozy, elle est beaucoup plus dissimulée. Mais elle est beaucoup plus criante Nicolas chez Sarkozy, François Hollande. après sa présidence, il a mené d'autres combats qu'il a perdus aussi. Donc voilà, ils ne sont pas tout à fait dans la même configuration. Et François Hollande, même sur une chaîne RTS en Suisse, il a encore dit qu'il y pense quand même à son retour. Ségolène Royal. Et la différence aussi entre tous les 3, c'est qu'il y a un chef d'État, Nicolas Sarkozy, il y a un autre qui est François Hollande, et il y a Ségolène Royal qui n'a pas été chef d'État et qui a été une candidate malheureuse à la présidentielle. Donc ce sont des regards différents, des revenants avec des objectifs différents. Alors pour Ségolène Royal, quand même, on ne va pas se cacher qu'il y a la perspective des européennes. Et ça peut être une sérieuse concurrente possible pour Macron, dans le sens où si elle prenait la tête d'une liste en vue des européennes, elle pourrait grappiller des voix qui seraient précieuses au président. Il paraît qu'il y a des consignes qui ont été données pour ne pas trop l'écorner malgré tout le mal qu'elle dit du président actuel dans son livre. Vous y croyez à ça ? Oui, je pense qu'en effet... Faites très attention à ce personnage qui peut quand même faire du tort. Oui, les 3 d'ailleurs, je suis d'accord avec chacun des mots, se vivent comme un retour, elle aussi. Il y a dans ce livre beaucoup de ressentiment, une envie de régler ses comptes. Donc elle va revenir, j'imagine, parce que dans son esprit, elle n'est jamais partie, avec peut-être une liste large. Si elle prend la tête d'une liste, il faut qu'elle soit ouverte, peut-être au vert. Pour pouvoir dire au PS actuel, ou même Benoît Hamon, je suis, moi, la personnalité qui va pouvoir exister sur ces européennes, parce qu'au fond, je suis la seule personnalité de gauche qui peut essayer de rassembler la gauche aujourd'hui. Parce que personne n'existe en réalité. Même si Emmanuel Macron a essayé justement d'enterrer ce parti-là, elle se vit, elle, je pense, comme quelque chose de possible lié à son histoire. Parce que c'est un symbole, Ségolène Royal. C'est la première femme à avoir été jusqu'au 2e tour des présidentielles. Elle a été celle qui a parlé de la démocratie participative. Il y avait quelque chose autour de l'espoir. Elle a eu des ministères importants. Elle a eu dans des sa ministères carrière, importants, exactement. Même si les quotas, on s'en rappellera encore longtemps. Donc il y a son histoire qui parle pour elle. Dans son livre aussi, elle parle aussi du féminisme de façon à rebondir un peu sur ce qui s'est passé cette année autour du hashtag, mais elle l'a fait depuis très longtemps, avant le hashtag. Elle a exprimé très souvent quelle difficulté c'était que d'être une femme en politique,
quand même, elle balance, Là, elle y va. elle balance dur. Ah bah là, elle y va Tout sans le monde en aucune- prend pour son grade. Hein. Ah oui, complètement. Elle règle ses comptes, c'était un livre hargneux. Et c'est une réponse au livre signé d'Ave et l'homme aussi. Il y a eu quelques années des livres qui même le titre, hein. Le titre, exactement. Même le titre, exactement. Il y a une syntaxe qui est absolument pensée. Si on regarde la coiffure, le sourire, le visage en biais, il y a un rendez-vous. Elle nous donne un rendez-vous. Donc, c'est vrai que ça fait un peu affiche de campagne. C'est une affiche de campagne. C'est une affiche de campagne, complètement. Et le temps ne passe pas sur elle. Il n'y a pas d'opportunité pour elle, parce que vous avez eu un avis très tranché sur le personnage tout à l'heure, en disant, bon... Non, moi je trouve... Les Français s'en fichent, c'est pas forcément vrai, non? C'est pas ça, c'est qu'elle a sans doute un témoignage important à livrer, Ségolène Royal, effectivement. Mais je trouve que ça ne grandit pas le débat public français que de se raccrocher à des personnalités qui ont été, je rappelle, ministre pour Ségolène Royal de l'Environnement en 1992. On est en 2018, c'est bon, on tourne la page. Je veux dire, on est quand même un pays malade de cette incapacité à nous tourner, à nous projeter vers la modernité des temps qui viennent, où se joue tant d'enjeux. Quand on a été ministre autant de fois, président de la République, bon, et qu'on a eu l'occasion d'exercer ses responsabilités, à un moment donné, qu'on ait réussi ou pas, et franchement, on ne peut pas dire que, bien qu'il y ait des choses qui aient été faites. Le sommet de Rio, à l'époque, c'était audacieux quand François Mitterrand et Ségolène Royal l'avaient mené. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vertu dans l'action politique que les uns et les autres ont menée. Enfin, tournons la page. Il n'y a aucun passe-droit en politique. Oui, on est en République, et en République, le pouvoir, comme les richesses, se partagent. Donc, à un moment donné, il faut passer la main, il faut transmettre. Je suis absolument d'accord. Et en même temps, je me demandais ce que Ségolène Royal, justement, ne sort pas du bois parce qu'elle sent qu'il y a un espace. Voilà. Il y a un espace à gauche. Comme vous disiez tout à l'heure, le PS, il est où? Qu'est-ce qui devient? Elle sent qu'elle a peut-être cette capacité. Au moment de la démission de Nicolas Hulot, elle a cru elle a peut-être cette capacité à remobiliser la gauche. Attention, au niveau des sondages, elle n'a pas une cote de sympathie importante. Benoît Hamon, oui. Elle, moins. Donc voilà. Donc, mais elle a quand même cette capacité peut-être de rassembler. Et c'est peut-être parce qu'elle voit qu'il y a un espace à gauche, il n'y a rien. Et elle a aussi cette casquette. Madame écologie, comme vous disiez, effectivement, 1992, ça date, j'étais pas née. Mais elle a quand même cette casquette écologique qui revient sur le devant de la scène. Il y a la notion de compétence qui est associée au personnage. La notion de compétence, effectivement, qui revient. Et elle se dit, mais peut-être qu'on cherche un ministre avec mes compétences, avec mon regard, une femme. Effectivement, elle a bien souligné qu'elle est une femme qu'elle peut apporter. Et elle essaie de rejouer ses cartes et de dire me voici. Et sur le côté critique, j'ai l'impression qu'elle ne critiquait pas Emmanuel Macron avant. Et maintenant, elle critique. Elle s'est dit peut-être que quand je ne critiquais pas, on ne me voyait pas. Maintenant que je critique, on me verra peut-être. Exactement. Et en effet, pour répondre à ce que vous disiez sur la modernité, moi je souscris complètement, je suis d'accord avec vous, vraiment. Mais quand on voit aujourd'hui la déliquescence d'un gouvernement qui a des démissions, des ministres qui n'ont pas envie de rester. Mais au-delà de ça, il y a quand même des centaines de parlementaires qui sont de nouveaux visages qui sont arrivés. Oui. Et ça n'imprime pas. Ça n'imprime pas. Donc peut-être que ces anciens visages, ces anciens visages se disent voilà, on a voulu un nouveau monde. Alors ce terme est insupportable. Si je peux me permettre, mais au final, revenons parce que sans doute, mais il n'y a pas que la Macronie dans les nouveaux visages. Il y a les visages de l'opposition. Dans le visage de l'opposition, la droite se renouvelle. La gauche, vous avez parlé de Benoît Hamon, il y a aussi toute la France insoumise. La France insoumise, on en a vu certains émerger, effectivement. Oui. On ne peut pas dire qu'on leur a pas laissé la parole à ceux-là. Non, mais au contraire, ils existent, ils sont là, ils développent un projet, ils sont organisés. Bon, donc. Et ils sont en ordre de bataille aussi pour les Européens. Oui, mais parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans ce. Malgré les vicissitudes qu'ils ont connues il y a 2 semaines. Comment dire, dans cette. Une baisse dans les sondages incroyable. Une sorte de hold-up d'Emmanuel Macron. Le renouvellement, c'est pas la Macronie. Le renouvellement, c'est une génération politique qui entre en scène, qui est confrontée à d'autres problèmes ou à des problèmes qui n'ont pas été réglés par les générations précédentes. On va parler de la question écologique, on est au cœur de la question migratoire et de la crise de l'accueil en particulier, parce que c'est ça qui est posé aujourd'hui. C'est un modèle de société qu'on a affaibli parce qu'on l'a rogné et qui voit maintenant que dans notre pays, on a des personnes âgées à la retraite qui continuent de travailler pour boucler des fins de mois, c'est les EHPAD. C'est un lien social qui s'est transformé alors que bien des alertes avaient été faites et on est dans ce moment-là où une nouvelle génération, y compris sur les formes d'expression de représentation politique, est en train d'émerger. Ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts, c'est vrai. Peut-être d'où la persistance de l'ancienne génération. Comment il appelait ça, M. Macron? Le vieux monde. Le vieux monde. Peut-être. Mais je crois que ça ne durera pas. Je ne crois pas que l'avenir de la France repose sur celles et ceux qui ont eu leur chance et qui ont été remerciés. Mais d'ailleurs, ces nouveaux visages, faut-il forcément les chercher au sein de la politique ou, comme c'est de plus en plus
la tendance maintenant au sein du monde associatif, de la société civile. Il y a des gens qui prennent le relais aussi pour défendre les grands combats de demain, comme évidemment on pense à l'écologie. Est-ce que ceux-là peuvent avoir une chance d'émerger et d'imprimer aussi, de se montrer devant les Français, quoi? Oui, bien sûr qu'ils ont une chance inespérée maintenant, effectivement. Au-delà des urnes, je veux dire, sans passer par le système électoral classique. Alors, sans passer par le système... C'est plus compliqué, mais c'est plus dur. Exister. C'est plus compliqué. Ou sans passer par la nomination en tant que ministre, c'est compliqué. Alors, ou bien on a vu quelques personnalités émerger comme ça à l'Assemblée nationale avec de nouveaux visages, des chefs d'entreprise. On a beaucoup vu ce renouvellement à l'Assemblée nationale. C'est comme ça, pardon de vous couper, mais qu'avait commencé François Ruffin avant d'être élu. Enfin, il a commencé en tant que journaliste et militant. Voilà. Donc, beaucoup se sont fait remarqués, effectivement, par les urnes en étant députés. D'autres se font remarquer beaucoup plus difficilement en étant dans des associations, mais on ne leur donne pas trop la parole. Ou bien il faut être nommé ministre, issu de la société civile. Mais on a vu que là, par exemple, le dernier remaniement, c'était un remaniement plus politique. Ce que je veux dire aussi par rapport à ces 3 revenants, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer le fait qu'ils soient sollicités en permanence par les journalistes. Alors, comme vous dites, peut-être pas par le français, mais sollicités en permanence pour avoir un éclairage sur l'actuel gouvernement, un éclairage sur ce qui se passe. Nicolas Sarkozy, oui, il avait 52 ans, maintenant il a 63 ans, il a plus de recul, plus de hauteur, il ne vise plus rien. Théoriquement, il aura peut-être un autre regard justement sur l'actualité, sur la Macronie, mais aussi sur la géopolitique au niveau international. Donc c'est ça aussi que les journalistes vont avoir. Ils ont pris des mois pour avoir cette interview de 15 pages dans le point de Nicolas Sarkozy, et il a été ô combien sollicité. Ségolène Royal est très sollicitée jusqu'à maintenant aussi pour avoir son regard. Et pareil pour François Hollande qui est très sollicité partout dans les interviews. Même par le magazine People qui s'intéresse beaucoup à... Parce que justement, depuis la fête de la musique, on va dire que la communication autour de l'exécutif est extrêmement compliquée, qu'il y a eu des couacs en long, en large, en travers, avec en plus des démissions qui ont marqué de leur sceau. Donc c'est vrai que d'aller se renseigner auprès des personnes qui ont vécu l'exercice et qui savent à quel point c'est difficile, on les fait réagir sur la fatigue finalement de ce jeune président de 40 ans, alors vous comment vous l'avez vécu, etc. Et de voir un petit peu comment des anciennes personnes peuvent arriver à regarder ce qui se passe dans un moment de vide et de malaise parce qu'on ne voit pas le cap. Il a dit, Emmanuel Macron, il y a très peu de jours, je garde le cap, je ne changerai pas. Et on le voit à travers la réforme des fonctionnaires qu'il fera comme la SNCF, il ira jusqu'au bout. Même s'il va brosser un peu plus dans le sens du poil les syndicats. Mais on ne voit pas vraiment le cap et il y a une gronde qui monte là vraiment. Et c'est l'occasion d'aller voir des personnes renseignées, soi-disant sages. Mais je crois aussi qu'il y a un calcul politique. Parce que quand il soutient Emmanuel Macron, avec qui il s'entend plutôt bien, c'est une façon de dire à M. Wauquiez, tu ne vas pas rester là longtemps. Moi, je vais revenir, en fait. Voilà. Donc, c'est aussi, je pense, totalement un calcul les rênes du parti, politique. il y songe sérieusement? Quand il dit je n'ai pas besoin du pouvoir pour vivre, je le crois absolument pas. J'ai l'impression que c'est un éternel désir. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est pas juste le besoin d'exister quand on a goûté trop? Oui, c'est impossible de s'en séparer. Nicolas Sarkozy avoir envie de reprendre les rênes du parti. En revanche, damer le pion, effectivement, à Wauquiez, oui, certainement. Ce que je voulais dire aussi par rapport à Nicolas Sarkozy, attention, il est au sein des sympathisants de droite, il est en tête, devant Laurent Wauquiez, de plusieurs points, je crois une dizaine de points. Oui. Donc c'est pour ça aussi qu'on va chercher son éclairage pour avoir son regard. Parce qu'il est absent. Il s'octroie aussi une légitimité. Il s'octroie une légitimité, mais il est légitime chez les sympathisants de droite. Il est encore une star, si vous permettez. Et oui, si vous permettez, chez les sympathisants de droite. Ce qu'on peut voir en revanche, comme vous disiez, c'est-à-dire qu'au niveau européen, qui émerge, ce ne sont pas des revenants, hein. Ce sont des jeunes, ce sont des nouveaux visages, avec un discours différent. Et ça, c'est ce qu'on voit qui émerge au niveau européen. Alors finalement, ce qui manque aujourd'hui, c'est un renouvellement du côté des femmes en politique. Vous disiez, Ségolène Royal, elle est là, elle occupe l'espace parce qu'il n'y a pas vraiment de femmes qui émergent dans la classe politique. On le voit même au sein du gouvernement. Les nouvelles arrivées sont des quasi-inconnues du grand public. Oui. Comment faire pour, à l'heure du MeToo, il n'y a jamais eu autant de promotion de la parité et pourtant elles sont toujours inexistantes. Non. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que c'est aussi une mauvaise construction médiatique au sens large parce qu'elles existent, donc il faut les inviter. C'est aussi simple que ça. Vous avez, chez La République En Marche,
Sonia Crémy, on l'a invitée plusieurs fois. Oui. Vous avez à la France Insoumise Mathilde Panot, Clémentine Autain. Vous avez au groupe communiste Elsa Faucillon. Vous avez chez les Républicains d'autres. Bon, je pense qu'il y a des femmes intéressantes du point de vue de ce qu'elles apportent comme nouvelles entrantes en politique, en tout cas à l'Assemblée nationale, qu'on n'invite pas assez. Il faut juste leur donner la parole. À Politis, on le fait. Beaucoup, parce que vous posez une question là sur la représentation des femmes en politique. Bien sûr qu'en politique, un espace, malheureusement, souvent, ça ne se donne pas, ça se prend. Donc il faut Oui, c'est pour ça que les faire invités, entendre. c'est pas forcément la faute des médias non plus. Non, si, il suffit je vous assure, il faut faire une chose très simple. Nous, on l'a fait. Vous les appelez, vous les invitez. En général, elles viennent. C'est normal. Vous le faire. Ils sont par exemple sur CNews, elles sont invitées régulièrement. Je ne dis pas que vous ne le faites pas, je dis que... Est-ce que ça suffit de les inviter, vous Sans pensez? doute pas, parce qu'ensuite, elles vivent souvent ce qui existe dans d'autres domaines de la société, c'est-à-dire une domination masculine, où souvent elles sont reléguées, mais de moins en moins. Oui, mais de heureusement. Évidemment. Donc, du coup, c'est aussi une responsabilité médiatique qui participe et qui contribue au jeu démocratique que de montrer que de ce point de vue-là, ça avance aussi. De toute façon, ça avance dans tous les domaines de la société. On les voit dans quasiment tous les corps de métier. Et en politique, ça progresse aussi. La place des femmes devient de plus en plus importante. C'est normal. Simplement, il faut insister faut faire la parité à chaque fois. Et insister pour qu'elles Je rappelle quand même qu'il n'y a pas eu de femme première ministre depuis Edith Cresson. C'est ce que j'allais dire. Il faut aussi qu'elles aient ça remonte un petit peu déjà. Comme souvent, et ministre régalienne. Voilà, ça serait important aussi qu'elles puissent être dans l'encadrement. Mais on voit même dans le dernier remaniement ministériel, il y a à peu près, je crois, la parité, mais quelles sont les femmes qui ont des postes secrétaire d'État. Exactement. Voilà. Sous la tutelle d'un ministre. Et là, le problème. Et voilà. Toujours sous la tutelle d'un ministre. C'est la domination masculine qui est toujours à l'heure et qui considère que, en dernier ressort, c'est l'homme qui décide. C'est une maladie, pardon du terme, ça fait 2 fois. En tout cas, c'est un des symptômes d'une société patriarcale qui n'en finit pas de vouloir continuer à imposer son modèle. Je pense qu'une nouvelle peau neuve est en train de naître dans les temps modernes qui arrivent. C'est aussi. Est-ce qu'il faudra attendre que les États-Unis, encore une fois, servent de précurseur? On l'a vu avec les primaires démocrates aux États-Unis, il y a beaucoup de femmes qui sont en train d'émerger. On est mal barré. On va voir. Oui, là, c'est ce que j'allais dire. Non, mais je veux dire, chez les démocrates, il y a quand même les personnalités de la société. Notamment, vous avez remarqué des socialistes, des démocrates qui se disent socialistes, qui est un phénomène, qui sont des femmes. Qui est presque une insulte pour un Américain, le terme socialiste. Peut-être, mais assimilé au communisme. Quasiment communiste. Mais elles sont élues. Oui, mais elles sont élues. Enfin, on va le voir là. Mais on verra si les États-Unis un jour élisent une femme, si en France ça suivra derrière. Je veux dire, il y a toujours ce regard porté outre-Atlantique. Une femme au perchoir, on attend ça aussi depuis longtemps. Et à la place de Christophe Castaner, c'était peut-être une belle occasion de pouvoir mettre une femme un message à l'intérieur. Vous restez avec nous. On est ravis de vous avoir sur ce plateau. On va revenir dans un instant avec une nouvelle rubrique. Et c'est vous qui avez travaillé là. Les j'aime pas de la semaine. À tout de suite sur CNews. De retour avec vous dans Punchline sur CNews. Tout de suite, une nouvelle rubrique, les j'aime pas de nos invités. Toujours en compagnie de Yasmina Jaffar, communicante et fondatrice de La Ruche Média. Merci d'être restée à nos côtés pour cette soirée. Pour Amir Chahi, directeur de Politis, bien sûr, politis.fr pour ceux qui veulent vous lire sur le site. Et à vos côtés, Christine Kelly, qu'on ne présente plus sur ce plateau. On en vient donc à ce qui vous a marqué en bien et en moins bien cette semaine. On va peut-être commencer avec vous, Yasmina. Votre top, on va l'appeler comme ça, c'est le j'aime, disons, de la semaine. Ah, vous l'avez même amené. Mais je l'ai amené. Vous avez vraiment bien fait votre boulot. C'est le livre de Muriel Robin, qu'on va voir, donc, qui s'intitule Fragile. Voilà. Pourquoi ça vous a marqué à ce point? Alors, bonne idée. Oui, cette personnalité qui nous a montré là récemment et puis il y a quelque temps à quel point elle était une actrice incroyable. Et elle explique dans ce film, ça aurait pu s'appeler Douleur. En fait. Dans ce livre, ça aurait pu s'appeler une autobiographie. Ouais, exactement, une autobiographie d'elle petite, ses rapports avec sa maman, ses frustrations, ses manquements, ses envies, et elle le dit avec beaucoup de douleur, de sincérité, de vérité. Quand elle dit le cinéma, c'était toute ma vie, et j'ai une vraie frustration par rapport à ça. La scène, ça m'ennuie, c'est un boulot pour moi, ça me fait mal d'y aller parce que je ne veux pas répéter tous les soirs la même chose. C'est assez rare d'entendre un artiste, donc elle questionne le travail de l'artiste, de la répétition tous les soirs, de la difficulté du
du théâtre. Côté rébarbatif, quoi. Exactement, et c'est très très rare d'entendre un artiste être à ce point franc, parce qu'en général, c'est un peu comme un homme politique, ça veut plaire à tout le monde et surtout pas blesser son public. Elle le dit avec énormément d'honnêteté, après des années très compliquées de dépression, il y a une volonté chez elle d'être totalement transparente, d'être complètement... elle est un monument aujourd'hui, Muriel Robin. Elle est absolument connue, elle est dans toutes les mémoires. Dans tous les combats aussi. Tous les combats. Société, ouais. Et voilà. Et quand elle se bat aussi justement sur les femmes battues de cette manière-là, avec cette verve-là et cette envie-là, j'ai juste envie de soutenir ce propos parce que c'est fait gratuitement, sans rien derrière, sans projet, sans vouloir séduire ou plaire. Elle parle simplement d'elle comme elle est. Et je trouve que ce livre, en plus, qui tire les larmes, vraiment. Parce on rappelle que ça part d'une grande douleur. Elle a appris sur le tard qu'en fait son père, voilà, donc elle a du sang arménien. Son père, il y a 5 ans seulement, elle a appris qui c'était. Donc quand on se cherche à ce point, quand on va mal à ce point depuis des années, parce qu'on ne sait pas forcément inconsciemment d'où l'on vient, c'est assez difficile de pouvoir transmettre en tant qu'artiste. Un artiste doit émouvoir et transmettre un maximum. Et elle a été mal à l'aise dans ce métier d'artiste toute sa vie, aussi peut-être à cause de ça. Et je salue à travers ce livre cette franchise parce que ça fait du bien. On prône la transparence en permanence, partout, en politique et ailleurs. Et là, il y a une transparence qui n'est même plus le mot transparence, c'est juste une honnêteté. Une honnêteté du cœur. Et voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé son approche et son travail. Bien sûr. Bien sûr, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Vous vous interpellez, vous abondez. Non, j'allais dire que justement, c'est peut-être ces faiblesses qui ont aussi fait sa force et qui elle est. Et c'est extraordinaire, enfin je trouve le top très bien, de voir justement ces personnalités qui à un moment donné, mais à un moment quand elles ont réussi, se livrent ou se délivrent justement dans un livre, justement, et aident par là des centaines et des milliers de personnes qui ont vécu la même souffrance qu'elle. Et elle ne peut en parler que lorsqu'elle s'est accomplie. Et je trouve extraordinaire cette histoire de Muriel Robin. On a vu comment elle a porté ce combat des femmes battues avec Jacqueline Sauvage dans ses tripes. Elle a vécu au bord des larmes. Elle a vécu vraiment dans sa peau, dans sa chair. Et elle ne pouvait le porter comme ça que parce que justement, elle a vécu ses failles et elle a eu ses souffrances. C'est la sincérité. La sincérité. Touché toutes les deux, d'ailleurs, j'imagine, cette semaine. Pour Yann Mirchahi, on va se pencher, on va rester dans le positif. La une de cette semaine pour votre revue, 10 bonnes nouvelles en Europe. Ça va nous changer un peu, j'ai envie de dire. Oui, Qui vous a donné l'idée de... On en a fait la une, parce que souvent la presse est porteuse des nouvelles telles qu'elles vont et souvent mauvaises. On en parle assez souvent. Et on s'est interrogé sur ce parti pris qui consistait... parfois à relayer presque naturellement. Nous sommes des êtres humains et donc la première chose qu'on fait quand on parle, c'est pour alerter, c'est ce que font tous les animaux, pour alerter du danger qui vient. Et c'est pour ça qu'on est porteur de mauvaises nouvelles. Et les médias en sont l'expression la plus directe. Donc on a voulu là parler des bonnes nouvelles et il y en a. D'accord. Et il y en a en Europe. Et dans tous les pays. Alors, vous avez trouvé pas mal de pays quand même. On en a trouvé 10. On a trouvé... parfois, c'est souvent politique, mais ça dit quelque chose de société. Au moment où on voit Viktor Orban et des nationalistes qui, partout en Europe, progressent et s'installent, on a vu que le 21 octobre, en Pologne, l'extrême droite a été balayée aux élections locales et mise dans beaucoup de villes et est en ballotage très défavorable dans de nombreuses villes. On a vu qu'en Allemagne, on nous disait l'AfD, l'extrême droite, s'installe, arrive, etc. Eh ben non, c'est les écolos qui doublent leur score. Alors, certes, avec des positions moins radicales qu'avant, ou peut-être qui plairont moins à d'autres, peut-être moins de contestation sur le système économique libéral, mais avec toujours une constante sur la défense de l'environnement et aussi la défense des migrants. Et on sait qu'en Allemagne, en tout cas de l'accueil... C'est un sujet très sensible. On sait que c'est important. Il y a évidemment ce qui s'est passé en Irlande avec le référendum sur le droit à l'avortement pour les femmes, qui est quand même pas anodin. C'est un débat majeur qui concerne là-bas la moitié de la population, qui a été une victoire. Il y a aussi politiquement deux phénomènes importants. Vous avez vu sans doute qu'au Portugal et en Espagne, la gauche, d'abord, elle s'est alliée. Alors, pour ceux qui sont gauche et qui désespèrent, notamment en France, de voir cela revenir un jour... Il y a toujours des alliances possibles. Voilà, et ça marche. Ils ont fait quelque chose d'assez important, que ce soit en Espagne ou au Portugal. D'abord, une alliance des blocs dits communistes et socialistes, ou sociaux-démocrates. Vous remarquerez qu'en Espagne, c'est l'équivalent des Insoumis et du Parti socialiste, ou de Génération, je ne sais pas comment dire, qui se sont alliés. Or, ça fait longtemps que c'est plus d'actualité chez nous. Oui, mais là-bas... Ça a été un peu évoqué. Oui, mais là-bas, ils sont au pouvoir et ça marche. Hausse des salaires.
Hausse des prestations sociales, relance de l'investissement. Baisse du chômage des jeunes. Ouais. Arrêt des privatisations et baisse du chômage, effectivement, baisse du chômage des jeunes en particulier. Alors tout n'est pas réglé parce que ça a aussi ouvert la voie à la spéculation sur l'immobilier pour plein de raisons. Là, je parle du Portugal. Mais alors que jusqu'à présent, c'était considéré comme une aubaine immobilière pour le reste de l'Europe. Hein. Et en plus, ils affichent des résultats comptables, entre guillemets, puisque nos experts autoproclamés, en tout cas désignés par la Commission européenne, sont là à regarder, sont obligés de constater qu'en effet, il y a retour à l'équilibre budgétaire, sans que la cohésion sociale ait été mise à mal. Et donc là, c'est intéressant de voir qu'une autre politique économique est possible, dans le cadre actuel, que ça peut fonctionner. C'est aussi une question de volonté. Sur l'écologie, juste un mot. Oui. Vous avez vu que le tribunal de La Haye a condamné le gouvernement pour non-respect des engagements en matière de réduction des gaz à effet de serre. C'est la première fois qu'un tribunal condamne son propre État pour non-respect des engagements qui doivent être pris. Et c'est très important pour le flop dont je vais vous parler après. D'accord. On ne va pas enchaîner tout de suite parce qu'on va finir avec les gemmes, mais on va se faire une note mentale de ça. Il y en a d'autres, des bonnes nouvelles. Si vous voulez, je vous les cite. Non, mais on y reviendra même tout à l'heure si vous voulez. On va il y en a en Angleterre, il y en a au Danemark, il y en a en Macédoine, il y en a dans plusieurs pays. En tout cas, ça donne envie de lire Politis, je vous le garantis. Christine, Enlisée, boutique parodique. Tout le monde se souvient évidemment du lancement à grand renfort de publicité de la boutique officielle de la présidence. Mais vous, c'est la contre-offre qui vous plaît. Eh oui, alors j'ai trouvé des petits jeunes qui ont créé un site internet enlisée.fr, la boutique parodique qui a récolté 30 000 € pour des associations. Oui, parce qu'ils ont pris les petites phrases du chef de l'État. Alors c'est bien de les entendre, de rigoler sur les phrases de Gaulois réfractaires, je coûte un pognon de dingue, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces petits jeunes, ils ont fait des t-shirts, des mugs, etc. Et ils se sont dit, on va vendre tout ça avec les phrases du président sur le site enlisée.fr et on va donner l'argent à qui? À des associations. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Les associations, c'est la Fondation Abbé Pierre, c'est l'Auberge des migrants, c'est Salam qui aide les migrants et les sans-abri. Et en un mois, ils ont récolté 30 000 €. Ça n'a l'air de rien parce que effectivement, Élysée.fr, ils ont récolté 350 000, je crois, en 1 heure ou en 3 heures, je ne sais plus. Mais 30 000 €, même pour une association, même 10 000 €, c'est énorme. Et je trouve l'idée extraordinaire, bien française. Et puis, surfer comme ça sur l'actualité, c'est génial. C'était assez bien senti. Les messages, c'est vrai, sont assez, bon, pas forcément subtils, mais assez bien sentis. Est-ce que c'est une boutique éphémère ou qui a vocation à durer un peu? C'est-à-dire que ceux qui sont intéressés à participer peuvent continuer à consulter? Alors, en fait, c'est en ligne. Et ce que les petits jeunes demandent, ils demandent au chef de l'État, Emmanuel Macron, s'il vous plaît, continuez vos petites phrases. Parce qu'on va alimenter notre stock. Ça va, voilà. Traverse la rue pour trouver un emploi, etc. Continuez vos petites phrases, on en a besoin. Et justement, pour Noël, on compte faire beaucoup de t-shirts, de beaucoup de mugs avec vos petites phrases. Alors continuez, s'il vous plaît, sortez des petites phrases vite avant Noël. En tout cas, c'est hyper original. Merci pour cette trouvaille pour nous. On va en venir à ce qui fâche un peu plus, dirons-nous, c'est-à-dire les j'aime pas ou les flops, vous l'appellerez comme vous voudrez. Yasmina Jaffar, on va commencer avec un livre qui, a priori, puisque c'est votre flop, a dû vous choquer et que vous avez là aussi à votre compagnie, Inch'Allah. Donc, il a fait beaucoup parler de lui et ils ont fait beaucoup parler de Gérard Davet et Fabrice Lhomme pour ce livre. Alors c'est un sujet touchy, comme on dit, un peu compliqué. Donc quelques précautions oratoires. C'est important de parler de ce sujet, évidemment, parce qu'il faut nommer les choses. Quand Emmanuel Macron dit devant le cercueil du colonel Beltrame le mot barbarie et le mot islamiste, c'est important parce qu'il est l'un des premiers présidents, il est le premier président à parler comme ça. Donc il faut des livres qui parlent de la vérité, de ce qui se passe sur le terrain. Mais il faut, dans ce cas-là, peut-être le faire avec un petit peu plus de retenue. Moi, c'est le titre. J'ai plein de réserves par rapport au livre. Peut-être. Parce qu'on n'a pas précisé de quoi il s'agit. Inch'Allah, le livre, voilà. C'est l'islamisation à visage découvert. Voilà. Dans la Seine-Saint-Denis. Et le contexte peut-être de cette, on va dire, recherche journalistique. Le contexte, c'est 5 jeunes journalistes, jeunes étudiants en journalisme, chapeautés par Gérard Davet et Fabrice Lhomme, pour aller enquêter, aller chercher des témoignages, pour vérifier si à ce point l'islamisation est galopante dans le 80. Ils ont été en immersion ou ils ont, il y a eu un joué le rôle documentaire de journaliste à visage découvert? Exactement, il y a eu un documentaire qui est passé récemment sur une chaîne concurrente pour simplement expliquer comment ils ont fait. C'est un travail pédagogique, c'est un documentaire qui ressemble presque à une télé-réalité parce qu'ils sont vraiment en réunion de conférence en permanence avec les deux journalistes stars et qui vont rencontrer des gens à visage découvert, important, pour parler de choses en fait qu'on sait déjà. La
difficulté de ce livre, c'est que c'est pas chiffré, compliqué de chiffrer quand on n'a pas le droit au nombre ethnique. Donc on n'a pas le droit. Le comptage ethnique. Et le comptage ethnique, exactement. Donc c'est compliqué. Et de parler de choses qui sont globalisantes. C'est des exemples. Il y a eu un livre il y a quelques mois de Ariane Chemin et de Raphaël Baquet qui s'appelle La Communauté, qui était plus positif sur Trappes, qui était plus positif, mais qui parlait des vérités, en allant chercher des gens qui quand même avaient un point de vue moins dramatique et plus mesuré. Et à quelques mois des Européennes, une élection importante avec un repli identitaire partout, ça sert à rien de mettre le feu en surfant sur peut-être le livre qui est paru il y a quelques mois sur François Hollande. Donc là, ça décribilise un petit peu le travail de ces deux personnes, mais surtout ce qui m'a choqué le plus, c'est le titre, parce qu'Inch'Allah, c'est une expression qu'on utilise dans toutes les familles arabe, qui veut simplement dire si Dieu le veut, et ça n'a rien à voir, c'est une expression populaire qui n'a rien à voir avec la religion. Donc comme le sous-titre c'est islamisation, il y a une incohérence totale et une volonté de peut-être... Là où je rejoins le côté flop, c'est que ça a été dirigé par David Lhomme et pas rédigé, malheureusement. Et les jeunes sur le terrain n'ont pas été suffisamment, je pense, encadrés. Il y a des petites erreurs. Ils ont confondu muezzin, par exemple, avec minaret, etc. Et c'est un problème quand même. Il n'y a pas de recul historique, il n'y a pas de recul sociologique, etc. C'est une succession d'anecdotes. En revanche, ce sont quand même deux journalistes très, très bons. Et on aurait préféré que ça soit une enquête qui est... Ça entame quand même leur crédibilité. Pouria Mirchahi, ça vous choque? Oui. Certains ont parlé de stigmatisation, de buzz malveillant. Enfin, je veux dire, il a été mal reçu, le livre, quand même, c'est sûr. Oui, je suis très, très choqué. Moi, je ne connais pas David Lhomme, simplement je les connais de réputation. Et elle était jusque-là assez forte et positive, cette réputation. Là, je trouve ça assez irresponsable. Si ce qu'on dit est vrai, et j'ai plutôt tendance à croire la contre-enquête qui a été faite par nos confrères du Bondi Blog, qui l'ont déjà fait sur l'histoire du café de Sevran, où on avait raconté que des femmes étaient interdites de venir dans un café. Ressasser des poncifs qui font peur, ajouter de la peur à la peur, venir expliquer de façon subliminale ou explicite qu'il y a une islamisation, donc que le grand remplacement est en cours, qu'il y a une transfiguration de la société française, avec un danger qui serait la figure du musulman, c'est totalement irresponsable dans la période. C'est d'un grand cynisme, d'une grande irresponsabilité. Alors, je n'ai pas lu le livre, donc je dis avec tous les guillemets qu'il faut, parce que puisque je reproche... puisqu'on reproche manifestement à ce livre de ne pas avoir été sérieux ni rigoureux, pour le moins, il faut que je le sois moi-même. Je ne l'ai pas lu. Mais enfin, en tout cas, je vois que d'ores et déjà, ça peut être un succès de librairie, que c'est racoleur, que le Inch'Allah désigne directement un risque supposé qu'il y ait directement à la présence musulmane de France, qui est en vérité pas une présence musulmane, mais une part française aujourd'hui, les Français musulmans. Et tout ça me navre parce qu'au moment où, vous allez en parler après, il y a des risques au Brésil avec Bolsonaro, il y a en Europe la montée... Ça ne fait que renforcer les antagonismes, quoi. Oui, mais c'est pire que des antagonismes. Tout ça, ce sont des appels à la conflictualité ouverte, à la peur. On ne se rend pas compte des dégâts que ça fait. On renvoie toujours aux politiques la responsabilité, mais il se trouve que quand on vend des livres, que d'autres répercutent ces livres, en plus avec le crédit du titre, de la réputation, c'est ça qui fait le plus mal. C'est que quand vous avez une réputation... en plus, les journalistes ont une charte quand même de déontologie, quand même. Voilà, donc ils n'ont pas violé non plus la charte de déontologie. Pardon ? Ils n'ont pas violé non plus la charte de déontologie. Il semble quand même... Mais on attendait autre chose. Oui, quelque chose de plus sérieux. Christine Kelly, puisque vous avez la parole, votre flop à vous, c'est la décision de Trump d'ordonner à l'armée de faire feu sur les migrants. Pas seulement, pas s'ils franchissent la frontière, il ne s'agit pas de les prendre pour cible, mais s'ils jettent des pierres sur les... Ça rappelle une autre époque et un autre contexte géographique. Comment être chef d'État des États-Unis? Évidemment, il y a cette menace migratoire qui, comme on parlait de Nicolas Sarkozy, disait dans l'interview du Point qu'elle va exploser. On est aux prémices. Et il dit, Trump autorise les soldats à tirer sur les migrants qui lancent des pierres et qu'il considère les pierres comme des pistolets, comme des armes. Je veux dire, comment peut-on faire ça? Comment peut-on oser dire qu'on peut autoriser l'armée à tirer sur des êtres humains? Parce que si jamais ils lancent des pierres, je veux dire,
pour mettre en perspective, rappelons qu'on est en campagne, rappelons qu'en début de semaine, on est aux élections de Mardi, mi-mandat. on vote Et je pour les trouve midterms. quand même malheureux de surfer encore une fois sur des phrases qui peuvent avoir des conséquences très graves. Il est allé très fort cette semaine. Il a dit c'est une urgence nationale, cette caravane de migrants qui arrive à nos portes, cet afflux de migrants. Et il a donc décidé de poster 15 000 soldats à la frontière mexicaine. Alors certes, elle est quand même Rien que ça. assez étendue sur plusieurs États américains, mais néanmoins 15 000 soldats, c'est du jamais vu. Ça vous fait réagir, j'imagine aussi? Oui, c'est une thématique en fait de voir un peu que ce soit sans comparer, mais de journalistes ou autres surfer sur quelque chose qui peut rapporter quelque chose. Et on n'est plus vraiment dans l'apaisement. L'Europe a été créée pour la paix à la base, et là on est en train d'être complètement opposés les uns aux autres. Quand Emmanuel Macron dit gauche-droite, ça y est, c'est terminé, c'est l'ancien monde, mais il y a une façon d'opposer aussi peut-être ceux qui sont progressistes contre ceux qui sont populistes. Donc il y a toujours une opposition. Donc en effet, Donald Trump ressemble à son époque. Voilà. Effectivement. Pouria Amirchahi, alors on va finir avec vous. Peut-être que vous allez revenir à votre dossier pour compléter ce que vous nous disiez à l'instant. Alors vous, ce qui vous a frappé, ce sont ces 600 000 enfants qui meurent chaque année dans le monde de malnutrition en 2018. Alors non, pas de pollution. C'est ça. Alors, on a mal compris en régie. Malnutrition, pollution. C'est que je me suis mal fait comprendre, mais je vais me rattraper là. L'OMS vient de sortir une étude qui montre qu'en effet, en 2016, pour l'année 2016, 600 000 enfants de moins de 15 ans sont morts du fait de la pollution. Alors pourquoi de moins de 15 ans? Ils sont plus petits, donc ils sont plus proches des sols polluants. Ils respirent plus vite que les adultes, donc ils engrangent beaucoup plus de polluants aussi. Et les nouveau-nés ont beaucoup plus de prédisposition à effectivement être éponges de tous ces produits nocifs qui ont fait notre modèle de développement et qui continuent à faire notre modèle de développement, à saccager la planète, à saccager le vivant. Et on est en train de voir qu'il y a une pandémie mondiale du fait des polluants et que l'enjeu climatique, l'enjeu écologique se joue là concrètement avec la vie de 600 000 jeunes. Je ne parle que des jeunes, c'est-à-dire beaucoup plus que beaucoup de guerres dont on ne parle d'ailleurs pas assez, mais là, il y a quelque chose quand même de très très grave. L'OMS a lancé une alerte. Je pense que notre rôle, c'est de s'en faire la caisse de résonance. C'est sérieux. Hein. L'OMS, ce sont des chercheurs, ce sont des médecins, ce sont des gens de terrain avec des épidémiologues qui savent de quoi ils parlent. Hein. Ce ne sont pas au doigt mouillé des informations qu'ils nous donnent. C'est dramatique. Et évidemment, les pays les plus pauvres sont touchés. Les sols les plus pollués sont touchés. En général, du fait de modèles dits de développement, qui sont en fait des modèles économiques, qui sont souvent imposés par des économies du Nord qui viennent là s'approprier des terres, des monocultures intensives. Donc il y a une responsabilité directe aussi de grandes entreprises, sans doute françaises, mais aussi d'autres pays du Nord. Et tout ça est très, 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 très inquiétant. Ça nous ramène aussi, bien sûr, à l'histoire des bébés de l'Ain avec ces malformations dont on a beaucoup parlé et qui n'est pas fini, puisqu'il y a de nouvelles enquêtes qui devront être menées à la lumière des nouvelles révélations sur ces nouveaux cas qui ont émergé ces derniers jours. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir pris part à ce punchline, à ce débat, de nous avoir éclairé de vos lumières et de nous avoir dit en sincérité ce que vous pensiez de l'actualité cette semaine. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve tout de suite pour un nouveau rappel de l'actu.